Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour inaugurer ce nouveau rendez-vous mensuel de webinaire RS que nous avons appelé Parlons Partage. Pour cette nouvelle saison, nous avons légèrement changé la formule afin d'atteindre une ambition simple. Proposer aux DRH, responsables ressources humaines, CNB et responsables paye, un moment d'échange pour décrypter avec les meilleurs experts l'ensemble des tendances et des grandes tendances qui transforment nos métiers. Pour cette première édition de 2026, nous nous attaquons à un marronnier et indispensable de début d'année, les négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO. Nous le savons, la négociation est un art et la recherche de compromis un objectif absolu. L'actualité internationale et nationale, on le voit au sein de notre hémicycle, montre à quel point cette quête est difficile. Toutefois, nos entreprises françaises réalisent l'exercice chaque année et obtiennent des résultats satisfaisants, acceptables et fédérateurs pour toutes les parties prenantes. Pour analyser ces résultats en profondeur, j'ai la joie d'accueillir Antoine Raymond, directeur du Centre Études et Data du groupe Alpha. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour présenter les résultats de votre étude. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, rappelons que le groupe Alpha conseille les entreprises depuis plus de 40 ans sur leurs relations sociales avec cette identité très forte d'à la fois accompagner les directions comme les CSE, ce qui vous donne une vision à 360 degrés du dialogue social. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est de revenir quelques instants sur le Centre Études et Data et l'objectif de cette étude de NAO que vous réalisez chaque année. Alors, le Centre Études et Data, c'est une équipe qui appuie les consultants du groupe Alpha dans leur mission en mobilisant un ensemble de bases de données qu'on a structurées. Et deuxième axe d'intervention, on réalise de façon plus classique des études, des enquêtes, des recherches. Pouvez-vous nous dire un petit mot sur le périmètre et la méthodologie d'analyse pour cette nouvelle édition? Alors, donc déjà sur l'objectif un peu de ce benchmark, pourquoi est-ce qu'on fait ce benchmark? On a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de chiffrer les augmentations salariales, donc les augmentations 2026 qui sont négociées dans les entreprises. Le deuxième objectif, c'est d'évaluer la diversité des pratiques, parce que il n'y a pas que des augmentations, je vais y revenir tout à l'heure. Et troisième objectif, donc, c'est de décrire et de quantifier le recours à tout ce qui n'est pas justement augmentation de salaire, c'est ce qu'on appelle, nous, les mesures périphériques, qu'on appelle également les accessoires de rémunération. Donc, le positionnement un peu de cette étude par rapport à d'autres, parce qu'il y a plusieurs études qui sont faites sur ces sujets salaires, nous, c'est que on regarde en fait les négociations achevées et qui se sont traduites par un accord. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donc autrement dit, par rapport à d'autres méthodos d'études qui interrogent en fait les directions pour savoir quelles sont leurs intentions de budget d'augmentation, on ne se situe pas au même moment. Nous, on se situe une fois que les négociations sont terminées et ont donné lieu à un accord, quand d'autres vont être peut-être plus en amont, et donc potentiellement, il peut y avoir quelques écarts. Deuxième particularité du positionnement, c'est qu'on est sur de l'exhaustivité. On ne procède pas par échantillon, mais on analyse en fait tous les accords qui sont publiés sur Légifrance. Troisième axe, je l'ai un peu dit en filigrane dans les objectifs du benchmark, c'est qu'on regarde en fait toutes les mesures de l'accord et on ne s'intéresse pas au seul salaire de base. Donc voilà, enfin, ça répond un peu sur un peu à la fois sur les objectifs et le positionnement. Super, merci beaucoup. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Alors je peux être un peu plus précis sur la méthode si Comme vous le sentez. si vous le souhaitez, bien que bon, ce soit peut-être un peu technique. Comment on procède? Je pense que ça me paraît important de le préciser, c'est que tous ces accords, je l'ai dit, sont publics sur Légifrance. Pour autant, je pense qu'il y a certaines personnes qui nous suivent, qui ont déjà dû fréquenter Légifrance, qui se sont aperçus vraisemblablement que l'utilisation pour repérer un accord précis, c'est facile, mais pour traiter de la masse comme on le fait, c'est plus compliqué. Donc en fait, on a absorbé, on va dire, le contenu de Légifrance pour structurer tout ça sous forme de base de données.
Et donc après, on peut faire des tris, des sélections, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est le premier point. Donc on a une grosse base de données avec l'ensemble des accords, donc à peu près 400 000 accords depuis que ces accords sont publics, à savoir 2017. Ensuite, donc on identifie les accords ENAO, donc ceux qui traitent des salaires. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on les extrait. Donc là, on se place, on a fait cette extraction début janvier, et donc on a retenu tous les accords qui ont été signés depuis la fin de l'été, parce que potentiellement, depuis la fin de l'été, c'est tout ce qui va concerner la NAO de l'année 2026. Donc on a tous les accords qui ont été signés et publiés sur Légifrance entre septembre et fin décembre, et on a fait cette extraction début janvier. Donc on a sur cette base 1285 accords. Ensuite, on les lit, on les analyse, mais certains ne sont pas exploitables pour différentes raisons sur lesquelles je pourrais revenir plus tard. Mais en fait, une fois qu'on exclut ceux qui sont inexploitables, on arrive à 800 accords. À partir de là, donc l'ensemble de mesures, salaire de base et mesures périphériques. Et donc l'avantage, c'est qu'on a déjà fait ce travail les années précédentes et on peut donc comparer par rapport aux années antérieures. Très clair. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec une thématique incontournable, les augmentations de salaire et négociations autour de ces augmentations de salaire. Quel est votre constat et analyse sur ce sujet cette année? Donc le constat, c'est que les augmentations s'élèvent en moyenne à 1,7%. Elles sont donc supérieures à l'inflation du moment qui est autour de 0,9-1%. Et dont il est attendu qu'elle accélérera un peu au cours de l'année pour atteindre en moyenne 1,3% sur 2026. Donc, si on fait la différence entre les deux, 1,7% d'augmentation, 1,3% d'inflation, on a bien un gain de pouvoir d'achat. Donc c'est la deuxième année consécutive, il y a un gain de pouvoir d'achat par rapport, donc en moyenne, je le précise, par rapport aux années antérieures 2022-2023 où on était sur une période inflationniste et où là pour le coup les salaires augmentaient moins vite que l'inflation. Donc ce qu'on a regardé, c'était de savoir si justement par rapport à ces années inflationnistes, les gains d'aujourd'hui compensaient les pertes passées. Eh bien, pas encore. On peut dire que les 2 années de gains 2025 et attendues en 2026 compenseront à 30% à peu près les pertes de pouvoir d'achat des années 22 et 23. Est-ce que tout le monde bénéficie de ces augmentations cette année? Alors tout le monde, non, n'en bénéficie pas pour différentes raisons. La première, c'est qu'il y a des accords qui n'augmentent pas les salaires. Et ça, c'est une partie non négligeable. En fait, il y a à peu près 44% des accords qui n'augmentent pas les salaires. Bon, ça augmente de 11 points par rapport à l'année dernière. Ça s'explique principalement, ça peut paraître contre-intuitif, le fait de signer un accord de la part d'une organisation syndicale sans augmentation de salaire. Ça s'explique par le ralentissement de l'inflation. On voit bien que les augmentations négociées sont plus faibles, donc le coût finalement d'accepter une non-augmentation est moins élevé en réalité. Et puis il y a d'autres choses, comme je l'ai dit, qui se négocient dans une NAO. Voilà, c'est ça qui peut expliquer ces éléments-là. Donc une partie d'accord qui n'augmente pas les salaires. Ensuite, ce qu'on a également, c'est la quasi disparition des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Il y avait au cours des années inflationnistes des mesures de talons ou des clauses de revoyure. Donc ça pouvait donner un socle en fait d'augmentation à tous les salariés. Et ces mesures-là disparaissent comme l'inflation est aujourd'hui très faible. Troisième explication, c'est qu'on a aujourd'hui des augmentations individuelles qui sont plus fréquentes que les augmentations générales. Et par conséquent, quand on a une augmentation individuelle, tout le monde n'est pas augmenté, alors qu'une augmentation générale, par définition, bénéficie à tous. Donc c'est ça, en fait, les trois explications. Donc la question aussi qu'on s'est posée, c'est pourquoi aujourd'hui il y a ces augmentations individuelles qui ont pris le pas, en fait, à la fois en termes de fréquence et de montant dans les budgets sur les augmentations générales. Eh bien, c'est le fait que
Aujourd'hui, il faut redonner un peu de priorité à la rémunération, à la performance. On a eu des mécanismes de soutien au pouvoir d'achat, je l'ai dit, au moment des années d'inflation, avec des augmentations générales qui étaient montées plus haut. Et du coup, aujourd'hui, on revient à une logique un peu plus classique de rémunération à la performance, premier point. Deuxième point, c'est que il faut également remédier au phénomène de tassement des grilles salariales qui a pu se produire avec les revalorisations du SMIC, les revalorisations des minima de branche et les salaires négociés dans les entreprises n'avaient pas forcément suivi cette dynamique. Donc, il y a aujourd'hui quelques ajustements à faire de ce point de vue-là. Et troisième explication aussi sur les augmentations individuelles, c'est que ça peut avoir un lien quand même avec la préparation de l'entrée en vigueur de la transparence salariale. Bon, on reviendra au cours de cet entretien. Donc on a compris, les augmentations salariales globales ont été plutôt prudentes. Est-ce que les entreprises ont compensé par d'autres mécanismes par ailleurs? Alors c'est effectivement une hypothèse qu'on faisait au départ, de savoir si le fait de ne pas augmenter pouvait être compensé par davantage de mesures périphériques. En fait, ce qu'on constate, c'est que globalement, le recours aux mesures périphériques n'a pas augmenté, malgré le recul des budgets d'augmentation. Et donc on est sur en moyenne 1,8 mesures périphériques par accord. Et même au contraire, les augmentations, les entreprises qui distribuent les augmentations les plus faibles, pas les plus fortes, sont celles qui offrent le plus de mesures périphériques. Donc, on a en fait un phénomène un peu de bons accords, enfin, d'entreprises un peu qui vont bien, qui augmentent davantage les salaires, qui mettent aussi davantage de mesures périphériques dans la balance. Quand on regarde ces mesures périphériques, qu'on les considère de façon isolée, donc les mesures périphériques, je peux peut-être préciser en 2 mots ce que c'est. C'est nous, on met tout ce qui est à côté du salaire de base, donc c'est à la fois les primes, les primes de partage de la valeur, intéressement, participation, mesures de mobilité, mesures qui concernent l'équilibre vie privée, vie pro, mutuelle, etc. En gros, tout ce qui est à côté du salaire et qui peut constituer un avantage de rémunération. Donc ces mesures-là, isolément, elles sont quasiment toutes en recul, sauf 3. La première, c'est la mutuelle. La mutuelle donc progresse de façon assez sensible puisqu'elle était présente dans 7% des accords, on augmente à 15%. Donc c'est assez facile à comprendre. C'est à la fois le fait qu'il y a une augmentation des coûts de santé et deuxièmement le fait qu'il y a eu des transferts de charges de la sécurité sociale vers les complémentaires santé, puisque il y a une logique de réduction du déficit public, donc un report sur toute la partie complémentaire. Donc ça, voilà, et du coup se pose la question dans les entreprises, comment se répartit la cotisation mutuelle entre la part employeur et la part salarié. Et donc cette part employeur, elle a augmenté. Et elle est aujourd'hui autour de 70%. Donc il y a, je crois, de mémoire, une obligation à 50% de financement par l'employeur. On est en moyenne dans les accords qu'on a analysés à 70%. Ça, c'est pour la mutuelle. Pour les 2 autres mesures qui sont donc celles qui concernent le temps de travail et la conciliation vie privée vie pro. Donc sur le temps de travail, ce qu'on constate, c'est globalement plus de jours de congé. Ça, c'est vraiment la mesure essentielle. Après, il y a aussi une autre mesure qui est l'aménagement des horaires de travail, etc., qui n'est pas forcément une réduction du temps de travail en soi, mais davantage de souplesse ou des choses comme ça, ainsi que la valorisation du travail sous forme de CET et autres. Mais la mesure quand même principale, c'est les jours de congé. Ces jours de congé, on a fait la distinction entre ceux qui peuvent bénéficier à tous et ceux qui sont accessibles sous condition. Sous condition, ce que l'on constate, c'est que le motif familial est le plus développé. C'est ça qui a vraiment poussé, enfin tiré vers le haut les mesures de jours de congé supplémentaires dans les accords NAO 2026. Enfin, pour terminer, pour dire un mot sur donc les mesures d'équilibre vie privée vie pro, là c'est
essentiellement, ça augmente sous l'effet des CESU préfinancés par l'employeur et des mesures sport et bien-être que l'employeur peut promouvoir dans l'entreprise. Très clair. Dernier thème que nous souhaitons aborder avec vous, un thème qui nous est cher chez RS, évidemment le partage de la valeur. Quel état des lieux faites-vous sur ce partage cette année? Alors, la question du partage de la valeur, on l'aborde dans les accords NAO à travers deux dispositifs. D'un côté, la prime de partage de la valeur et de l'autre, les mécanismes d'intéressement, participation, abondement. Alors, je vais dire IPA pour peut-être aller plus vite sur la dénomination de ces dispositifs. Donc là, je précise qu'on regarde uniquement ces dispositifs dans les accords NAO. Et ils peuvent être traités par ailleurs dans des accords dédiés. L'intéressement en participation, c'est mis en place dans des accords spécifiques. Pour autant, au moment des négociations annuelles obligatoires, elles portent sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur d'une manière générale. Donc, c'était logique qu'on regarde comment c'était mobilisé. Ce que l'on regarde également, donc ça je sais plus si je l'ai précisé dans la méthodologie, mais c'est en gros les mesures supplémentaires qui vont être données. C'est-à-dire que le fait que ces mesures-là ne soient pas abordées ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans l'entreprise. Ça veut dire que tout simplement, en 2026, l'entreprise n'a pas donné plus à travers ces dispositifs. Donc, partant de là, on a sur la prime de partage de la valeur une légère baisse. Et on était à 22% des accords l'année dernière NAO qui abordaient cette prime, concernait donc cette prime de partage de la valeur. On est à 20%. C'est un léger recul qui nous fait dire que... alors, c'est un léger recul qui était attendu et qui est en voie de stabilisation. Donc, pourquoi est-ce que c'était attendu ? Il y a tout simplement eu un durcissement du régime fiscal et social, alors dès 2024, avec un alignement, pour faire simple, sur le régime fiscal et social de l'intéressement participation, pour simplifier. L'année dernière, la nouveauté, c'était quand même aussi l'inclusion des montées au titre de la PPV dans l'assiette, dans les revenus, qui composent l'assiette de réduction des cotisations patronales. Donc, autrement dit, si vous versez plus de PPV, ça augmente les revenus et potentiellement, ça vous fait perdre des exonérations de cotisations. Donc, il y avait un effet là un effet de seuil sur lequel il fallait être un petit peu vigilant. Donc ça, c'était attendu, recul attendu. Pour autant, là, ça a arrêté de reculer. Enfin, vous savez, 2 points sur, voilà, c'est relativement insignifiant. Pourquoi est-ce que ça se stabilise à peu près à ce niveau ? Parce que malgré tout, la prime de partage de la valeur, elle garde une forme d'attractivité par rapport à d'autres dispositifs, notamment par rapport à une prime collective qui pourrait être versée aux salariés, une prime classique collective qui pourrait être versée aux salariés. Et là, elle garde quand même, du fait qu'elle est exonérée de cotisations sociales, un régime qui reste plus favorable. Donc ça, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire sur la prime de partage de la valeur. Après, il y a les autres dispositifs aussi. Donc on va pouvoir parler d'abondement et même de mécanismes de supplément. C'est ça. Donc sur les autres dispositifs, donc IPA, intéressement, participation, abondement, il y a en gros trois éléments qui sont mobilisés. Il y a donc l'abondement. Donc là, c'est soit la mise en place d'un abondement qui n'existe pas encore, soit un supplément d'abondement. Deuxièmement, c'est un supplément d'intéressement ou de participation, mais ça a vu, supplément d'intéressement qui peut être donc en plus de ce que prévoit l'accord d'intéressement en vigueur. Et troisièmement, c'est, on va dire, un assouplissement un peu des critères de l'accord d'intéressement. Donc, on rend les choses plus favorables, par exemple en baissant le plafond d'intéressement, des choses comme ça. Et donc, ça va potentiellement se traduire par plus d'intéressement dans l'année.
Et qu'on chasse les trois éléments. Et donc, ces mesures intéressement, participation, abondement reculent. Dans les accords NAO, on passe de 5 à 3% des accords qui traitent de ces mesures-là. Et donc, ce qu'on a regardé, la plus fréquente, c'est l'abondement qui concerne 70% des accords qui prévoient des mesures IPA. Ok. Et selon vous, d'où vient ce manque d'engouement pour les mécanismes de supplément alors qu'ils font quand même preuve d'une belle flexibilité? Alors, il y a deux choses qu'on peut dire par rapport à ça, qui sont plutôt de l'ordre de l'hypothèse que de l'affirmation pleinement vérifiée. Il y a premièrement le fait qu'il y aurait une méconnaissance des dispositifs de supplément d'intéressement et participation. Donc ça, comment est-ce qu'on l'étaye? Eh bien, on voit que il y a plus d'accords qui prévoient des mesures IPA qui versent des PPV, alors que ça paraît par rapport à la totalité des accords NAO. Il y a 20%, je l'ai dit, des accords NAO qui prévoient une PPV. Il y a 31% des accords qui prévoient une mesure IPA qui versent une PPV. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, dans la mesure où on peut se dire que quand on est couvert par un accord d'intéressement-participation, on peut justement verser des suppléments d'intéressement ou de participation. Or, on s'aperçoit que ces accords-là, donc ils versent 30%, ils sont 30% à verser une PPV et 15% seulement à verser un supplément d'intéressement. Donc voilà, et dans ceux qui versent un supplément d'intéressement, il n'y en a aucun qui prévoit simultanément le versement d'une PPV. Donc, à aucun moment, on a les deux dispositifs. Du coup, c'est ça qui nous fait dire que les gens connaissent davantage, en fait, collectivement, dans une entreprise, à la fois que la direction et l'organisation syndicale, connaissent davantage la PPV parce que on en a beaucoup parlé, etc. Et ça a été une mesure de politique publique, finalement, que les suppléments d'intéressement-participation. Et deuxième hypothèse, c'est un effet potentiel de la jurisprudence, puisqu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation de 2023 qui disait que, en gros, les suppléments d'intéressement et de participation, maintenant, on pouvait plus les verser via des accords NAO, mais qu'il fallait passer par des accords dédiés. Bon, pour autant, quand on regarde les accords dédiés, on est loin d'avoir le début d'un frémissement. Donc voilà, c'est ça qui nous fait dire qu'il y a quand même une méconnaissance, ce qui est l'argument principal. Avant de conclure, pouvez-vous nous dire un mot sur la transparence salariale dont on entend beaucoup parler? Alors on a regardé effectivement, là c'était un peu la nouveauté, on s'est dit comment la transparence salariale va être abordée dans ces accords-là, qu'est-ce qui va en être dit? Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que c'est, la transparence salariale et ce qui va nous animer dans les prochains mois? Alors donc la directive de transparence salariale qui normalement doit être transposée en juin 2026 prévoit en gros qu'il faut un principe qu'il faut une publication plus exactement des informations concernant la rémunération dans les offres d'emploi. Et après, dans l'entreprise, qu'il faut, d'une façon générale, justifier les écarts pour des catégories objectives qui sont à peu près semblables. Et donc, ça veut dire que, en gros, tout écart qui ne serait pas justifié devrait se traduire par des correctifs. Bon, donc comment est-ce que c'est abordé dans les NAO? C'est en fait des accords font peu référence à cette directive-là. Seul 1% des accords évoquent la directive transparence salariale. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que rien n'est fait. Il peut y avoir des accords qui d'ores et déjà prévoient de réduire certains écarts sans forcément faire référence à la directive. Je l'ai dit, ça peut être le cas sur les augmentations individuelles. Se préparer en amont, corriger quelques écarts comme ça. Deuxièmement, ça peut être aussi, ça peut aussi passer par des mesures qu'on observe déjà dans les entreprises, qu'on observait déjà l'année dernière, à savoir des mesures de rattrapage
que ce soit pour des raisons d'égalité pro ou pas, des mesures de rattrapage. Et ça concerne à peu près donc 3% il y a à peu près 3,5%, je crois, de mémoire des accords qui prévoient des mesures de rattrapage. Et il y a 5% des accords qui prévoient des mesures qui concernent l'égalité pro. Donc, il y a des choses qui sont faites. Pour autant, on peut pas forcément dire que c'est vraiment en lien avec la transparence salariale. C'est pas dit explicitement comme ça. Ensuite, il peut y avoir aussi des mesures qui sont prises dans les entreprises sans forcément que ça ait été contractualisé, que ça ait été négocié. Donc nous, comme on est sur une analyse des accords, ça, on ne peut pas le capter. Et enfin, troisième point que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est le fait que on a pris du retard dans la transposition, puisque normalement, il devait y avoir un projet de loi à l'été 2025. Qu'aujourd'hui, après tous les bouleversements politiques qu'on a connus à l'automne, les choses se remettent en marche, voilà. Et donc, il y a eu là récemment des discussions entre l'État, les partenaires sociaux, etc., pour remettre justement en ordre, remettre plus exactement en orbite la transposition de cette directive. Et du coup, voilà, comme on manque de repères par rapport à ça, ça peut aussi bloquer certaines entreprises qui manquent d'éléments tangibles pour savoir comment elles vont s'y prendre. Bon, ça risque encore d'animer les débats dans les mois à venir. Donc nous, voilà, ce qu'on me dit, c'est que ça sera surtout un gros sujet à partir des NAO de l'année prochaine. En conclusion, et pour conclure, un message à retenir de ces NAO 2026? Donc là, c'est une normalisation de la politique salariale. Je l'ai dit avec des salaires qui de nouveau sont supérieurs à l'inflation et qui génèrent des gains de pouvoir d'achat, sans pour autant compenser les pertes subies en 2022-2023. Des augmentations individuelles qui sont plus fréquentes et plus importantes en montant que les augmentations générales. Et aussi l'effondrement des mécanismes propres à la période inflationniste avec les talons et les clauses de revoyure qui sont en net recul. Donc, normalisation, transition aussi, une période de transition vraisemblablement après la gestion des années Covid, après la période d'inflation et avant la transparence salariale. Il y a, comme qui dirait, un peu un entre-deux qui ne durera pas si on suit notre analyse, parce que donc le gros sujet, vous l'avez compris, ça sera la transparence salariale. Et troisième point, c'est un ralentissement des augmentations, donc qui n'entraîne pas pour autant une mobilisation accrue des mesures périphériques. Et pour finir donc sur un aspect plus précis, sur la question du partage de la valeur qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui devrait, de notre point de vue, être davantage mobilisé et renforcé, puisque ça fait partie des sujets normalement de la NAO. Encore beaucoup de pédagogie pour nous à apporter à nos entreprises. Merci à vous. Un immense merci pour votre éclairage ce soir, c'était passionnant. Merci à vous pour votre présence. Vous retrouverez l'ensemble des liens de connexion à l'étude d'Antoine et ses équipes en synthèse et description. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous au mois de mars pour notre seconde édition, pour laquelle nous recevrons Henri Bigot de Casanove, directeur capital humain, actuariat, rétribution et analytique au sein du cabinet de Deloitte, avec qui nous discuterons de construction de gamme financière et de mécanismes d'épargne salariale et retraite, évidemment. Une nouvelle fois, merci. Pour ceux qui le souhaitent, on vous propose de rester encore quelques minutes avec nous pour un jeu de questions-réponses. Pour les autres, on vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Donc des questions que je vais prendre immédiatement et que je vais vous poser directement. Alors, première question. La loi
partage de la valeur a rendu obligatoire un mécanisme de partage dans les entreprises de plus de 11 salariés. On pourrait s'attendre à une hausse de ces mesures dans les NAO. Est-ce que les petites structures sont représentées dans votre étude? Oui, alors on a toutes les tailles d'entreprise, hein, tous les accords publiés. Alors, donc on a tout. Et on a regardé effectivement sur la prime de partage de la valeur si elle était proportionnellement davantage versée dans les entreprises de petite taille. Et en fait, non. C'est remarquablement la même structure que la répartition qu'on a pour l'ensemble des accords NAO. Celles qui versent des primes de partage de la valeur, il y en a pas plus sur les petites. D'accord. Alors, je précise aussi, important, que la prime de partage de la valeur, elle peut être versée unilatéralement. Donc, ça veut pas forcément dire le fait qu'on ne la voit pas, qu'il n'y en a pas. J'ai dit, elle peut être contractualisée par un accord dédié, elle peut être aussi versée unilatéralement par l'employeur. Très clair. Deuxième question. Est-ce que la loi de finances est revenue sur les dispositifs DIPA ou ne sont-ils finalement pas touchés? À ma connaissance, ça n'a pas bougé. Il y a eu effectivement différents projets au cours de l'automne, notamment un déblocage, etc. Enfin, il y avait différentes mesures potentiellement en discussion, mais là, on a gardé le même cadre. Statu quo. Pas d'autres questions? Je vous invite éventuellement encore pendant une trentaine de secondes, si des questions arrivent, n'hésitez pas. Une nouvelle question. Est-ce que le télétravail est évoqué de manière significative dans les NAO? Ah, bonne question. Je l'ai pas dit. Oui, alors on a regardé ça, le télétravail. Alors de manière significative, non. Ça concerne, je crois, il y a 2,5% peut-être. Si ma mémoire est bonne, c'est 2,5% des accords qui abordent le télétravail. Et alors ça peut être soit sous forme de, donc j'ai dit, hein, on regarde les mesures en plus. Donc ça peut être soit des jours supplémentaires. Bon, c'est pas trop la tendance actuellement, hein, si on suit un peu ce qui se passe, soit comment dire, une compensation des jours de télétravail. Vous savez que il y a des entreprises, c'est ce que aussi recommande l'ANI sur le télétravail, l'accord national interprofessionnel, c'est que quand on est en télétravail, il y ait une forme de prime ou compensation, je sais pas comment il faut l'appeler, de l'entreprise pour tenir compte du fait que le salarié subit des frais supplémentaires à travers des dépenses d'électricité, de connexion, d'eau, ou je ne sais quoi. Et que l'entreprise, elle, a moins à subir puisque les gens sont pas physiquement présents dans les bureaux. Donc, voilà à peu près ce qu'on a dans les accords. Du coup, le télétravail est en recul et le nombre de jours, voilà, il y a potentiellement quelques jours supplémentaires qui peuvent être accordés. Mais c'est logique que ça recule puisque ça recule par ailleurs.